Des freelances, il y en avait déjà partout dans les organisations publiques. Simplement, leur présence n'était pas encadrée. Il fallait répondre à comment vous allez vous y prendre pour faire un schéma directeur SI, expliquez-moi la méthodologie pour rédiger un dossier d'architecture technique. Si ça aussi génère des idées ou des envies de poursuivre des échanges auprès de prescripteurs, moi, mon message à leur destination, ce serait ouvrez ce sujet du freelancing dans votre stratégie d'achat 2026. Donc, si vous voulez avoir accès, chers prescripteurs, chers acheteurs, à la bonne compétence pour mener vos transformations, vous avez besoin de faire appel à cette communauté, à cette population freelance. Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Marché Public, le podcast qui fait tomber les barrières entre entreprises et acheteurs publics. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question simple en apparence, mais en réalité qui est très structurante. Donc, comment un acteur du freelancing, comme Malte, a réussi à s'imposer dans un système d'achat public pensé avant tout pour sécuriser, standardiser et limiter le risque. Comme en entreprise, les organisations publiques ont ponctuellement besoin d'expertise pour renforcer une équipe, parce qu'il faut une compétence spécifique, parce qu'il faut parfois s'adapter à des besoins qui sont mouvants, pas forcément bien définis dès le départ. Et souvent, il faut le faire vite. Sauf que le système d'achat public, lui, n'a pas été pensé pour aller vite, ni pour tester, ni pour s'adapter en permanence. Il est fait pour acheter des prestations structurées, avec un titulaire responsable, des livrables, une continuité. Enfin bref, tout ça, ça veut dire qu'il faut anticiper et qu'il faut cadrer. Et donc, qu'est-ce qui a dû changer pour que le freelancing devienne achetable par le secteur public? Et surtout, qu'est-ce que cette évolution raconte de l'évolution de la commande publique? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec Mathieu Moreau, directeur du secteur public chez Malte. Bonjour Mathieu. Bonjour Jessica. Eh bien, écoute, je suis enchantée de te voir. Pour commencer, Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ton parcours, s'il te plaît? Avec plaisir. En 2013, après une école d'ingénieur, j'ai eu le plaisir de rejoindre un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone, un cabinet de conseil en transformation. C'est là que j'ai découvert le monde de la prestation intellectuelle au sens large, que ce soit de l'informatique, mais aussi des transformations de métiers. J'ai pu être consultant pendant un peu plus de 4 ans, et puis j'ai basculé, toujours chez Wavestone, au sein de fonctions commerciales. C'est là que j'ai découvert, en plus de la prestation intellectuelle, justement le développement commercial dans le monde de la prestation intellectuelle. J'ai été responsable de compte, j'ai été responsable d'équipe, et puis en 2020, j'ai découvert le grand monde du secteur public, puisque j'ai rejoint l'équipe secteur public de Wavestone. Et Ouais, donc ça reste récent. ça reste relativement récent en effet, même si le temps passe vite, ça fait déjà 6 ans. Mais je crois que je suis tombé amoureux de ce secteur parce que c'est des transformations qui ont du sens, c'est des interlocuteurs qui sont experts de leur sujet, qui ont des enjeux forts, qui ont des attentes fortes aussi. Et je trouve que tout ce mix-là est très intéressant et très challengeant. Et puis par ailleurs, j'ai un intérêt personnel pour la politique au sens large, pas les partis politiques, mais plutôt la transformation de la société, comment les citoyens peuvent évoluer au sein de municipalités et plus largement dans nos sociétés. Donc bref, c'est une jolie combinaison. Donc j'étais responsable commercial de cette équipe secteur public chez Wavestone. Et puis en 2024, j'ai eu envie d'un peu autre chose. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que je travaillais chez Wavestone maintenant. Et j'ai eu une opportunité chez Malte, donc plateforme de freelance, où finalement la responsable de cette équipe secteur public avait une nouvelle opportunité au sein des équipes de Malte. Et donc un poste était vacant. Et c'est là que j'ai pu rencontrer Malte, entre guillemets. Et donc là, on est début 2026, tu rejoins Malte en 2024. Tout à fait. Aujourd'hui, qui est Malte par rapport au secteur public? Quelle est l'offre que vous proposez? Mais peut-être déjà, avant de parler du secteur public, Malte, c'est la plateforme leader sur le freelancing en France et en Europe. Quand on dit leader, ça veut dire que on a le plus grand nombre de clients, on a le plus grand nombre de marchés, que ce soit des marchés publics ou une capacité à travailler avec des acteurs du privé. Et on a la plus grande communauté de freelance inscrite sur la plateforme. Quelques chiffres sans noyer nos auditeurs, mais en gros, 900 000 freelances inscrits sur Malte, plus de 90 000 clients. 900 000 freelances, c'est en Europe, hein, c'est un peu plus de 550 000 en France. Ça veut dire qu'un freelance sur deux en France est inscrit sur Malte. Donc on concentre aujourd'hui la plus grande communauté.
Et sur Malte, le cœur de la proposition de valeur, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir tout faire, gérer les freelances, les identifier les bonnes compétences pour mobiliser du coup les bons freelances, contractualiser, tout le volet reporting, tout le volet paiement également. Voilà, l'idée c'est de proposer un système, une plateforme qui concentre tout ça. Ouais, c'est super efficace. Pour l'avoir, testé, Bah, pour, tant mieux moi, si ça. faire de la recherche pour Timao, j'ai trouvé ça super efficace. Hem, Sur le secteur public, peut-être juste pour zoomer, là, je t'ai cité les chiffres au sens large. Sur le secteur public, on a commencé le développement en 2021 et on en parlera un petit peu, comment tout ça a pu évoluer. On a spécifiquement 75 000 profils qui ont déjà une expérience dans le secteur public. Donc soit, quand ils étaient salariés, enfin, quand ils étaient, soit agents, soit contractuels, ils travaillent pour le secteur public, bien évidemment. Soit ils ont effectué des missions de conseil ou des missions au sein de SN et puis désormais, ils ont basculé dans le freelancing puisqu'ils avaient envie de retrouver un peu de liberté, une capacité à choisir leur mission, leurs conditions d'opération. Et donc ça fait quand même une communauté relativement importante. Nous, aujourd'hui, on travaille avec les organisations publiques de tout type, que ce soit les ministères, les établissements publics, les collectivités, les opérateurs, le monde de la santé publique. On a une trentaine d'accords cadres divers et variés. On pourra en parler auprès de références, enfin, sur des référencements, que ce soit sur les centrales d'achat ou auprès des entités en direct. Et ça fait à peu près 1100 freelances qui travaillaient au mois de décembre grâce à Malte pour le secteur public. Ça fait un volume d'affaires d'un peu plus de 100 millions d'euros. d'accord. OK, bah, super. Ça donne des bonnes idées d'ordre de grandeur. En tout cas, et du coup, comment vous êtes, rentrés dans le secteur public? Parce que c'était pas, gagné d'avance, hein? Non, alors moi je narre l'histoire, mais je n'étais pas présent au début du développement du secteur public pour Malte, puisque je faisais encore mes classes côté Wavestone. Milestone, ouais. Mais la légende raconte que c'est quand même un début de développement relativement opportuniste. Ce que je veux dire par là, c'est que une grande ESN américaine est venue chercher, a pris contact avec les équipes de Malte de l'époque pour monter un consortium en vue de répondre à un appel d'offres. Et c'est vraiment comme ça que tout a commencé. Cet appel d'offres, c'était pour la direction interministérielle du numérique, ce qu'on peut, enfin, l'environnement et globalement la structure qu'on peut appeler Betagouv, c'est-à-dire l'incubateur des startups numériques de l'État. Et c'est une structure qui, de par un peu sa philosophie, sa genèse, avait besoin de mobiliser évidemment des compétences qu'on pouvait trouver dans des ESN ou cabinets de conseil, mais également mobiliser des freelances. Et donc, quand cette grande ESN américaine est venue nous chercher, c'était pour justement compléter leur offre de valeur. C'était bien eux qui étaient au cœur de la proposition, hein. Ils étaient mandataires, mais ils avaient envie de compléter leur proposition de valeur avec un acteur du freelancing. Voilà. Et c'est Malte qui a du coup été choisi. Donc c'est pour ça que je parle d'opportunisme, parce que c'était pas tant euh, une démarche proactive de notre part, même si une veille marché, une volonté de se développer sur le secteur public avait été arbitrée au niveau de la direction générale de Malte à l'époque, mais on était encore au balbutiement de ça, et c'était plutôt des petits pas qui avaient été faits. C'est vraiment la réponse à ce marché Betagouf qui a marqué un tournant dans le développement. Et alors là, bon, tu étais pas dans les murs, à l'époque, mais, à ce moment-là, qu'est-ce que vous en avez compris, du secteur public, par rapport au monde du freelancing? Est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous avez pu constater à ce moment-là en termes de facilité ou de complexité, heu? Je pense qu'on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'un éclairage professionnel sur la compatibilité entre le modèle de Malte, et donc plus largement le modèle du freelancing, et la commande publique. C'est pour ça que dès les premiers pas de développement, dès ces premières phases de veille, on s'est fait accompagner par un cabinet d'avocats justement pour spécialiser marché public, pour justement nous dire, voilà votre modèle, voilà le code de la commande publique, voilà comment ça peut ou pas fonctionner, et voilà ce que vous devriez faire évoluer dans vos pratiques et modes de fonctionnement, pour que demain, un acheteur public qui dépouille votre offre se dise, ces gens-là, ils ont compris, ou alors, et qu'il évite de se dire, ces gens-là, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est plutôt sympathique sur le papier, mais ça va pas du tout le faire dans le contexte et dans les contraintes que j'ai, au point de vue code de la commande publique. Donc, il y a eu un premier constat qui était besoin de faire évoluer notre modèle
pour être complètement compliant à ça. Et un exemple très concret, c'est passé par l'évolution d'un mode de contractualisation où avant Malte, c'était plutôt un fonctionnement tripartite entre Malte, le freelance, le client. Donc on peut imaginer un triangle où on est passé à un mode de contractualisation où c'est bien le client qui contractue avec Malte et Malte qui sous-traite au sens code de la commande publique du terme, via les DC4, etc., qui sous-traite l'exécution de la prestation. Et donc, cette évolution du modèle contractuel a été nécessaire pour justement permettre de rentrer dans les cases attendues. Sachant que d'ailleurs, pour poursuivre l'anecdote, ce modèle contractuel, il est désormais très largement utilisé pour des clients privés, aussi Même pour privé, Malte. ouais. Donc ça a fait globalement évoluer Malte dans le bon sens. Bah, c'est une Euh, garantie de succès supplémentaire, hein. C'est-à-dire que dans la mesure exactement, où c'est un sous-traitant, tu es garant du résultat. Donc, si exactement. jamais le résultat n'est pas atteint, tu vas aller chercher, excuse-moi, un autre freelance qui permettra de l'atteindre dans des meilleures conditions, quoi. C'est complètement ça. Je pense qu'il y avait un besoin de réassurance vu des prescripteurs publics et des acheteurs publics. C'est euh, aujourd'hui, acheteur public, moi je fonctionne et je source des ESN, des cabinets de conseil, ces structures de prestations intellectuelles que je connais, qui sont capables finalement, qui ont les épaules pour absorber la responsabilité et le succès et également de grands projets de transformation, de grands marchés publics. J'attends la même chose si demain je fais appel à des freelances, que ce soit via Malte ou via une autre structure de freelance. Ouais, j'imagine qu'au début, enfin, je sais pas si vous l'avez vu à travers Betagouv ou à travers d'autres, excuse-moi, d'autres clients que vous avez pu avoir par la suite, mais je suppose que l'image du freelancing devait pas être si rassurante que ça. Euh, enfin, tu vois, comment est-ce que les acteurs publics voyaient le freelancing? Est-ce que c'était très différent de la vision qu'en avaient les gros B2B aussi de leur côté? Euh, Donc, tu touches un sujet qui est en effet majeur. Je pense qu'il y avait une perception relativement partagée de la part des prescripteurs, qui est plus du tout le cas 5 ans plus tard, hein. Pour le coup, ça a évolué énormément. mais le Mais je Covid pense a de freelance changé. un peu mercenaire, un peu volatile, un peu désengagé d'une manière, qui allait arriver et disparaître aussi vite justement qu'ils étaient arrivés, qui n'allaient pas s'intégrer aux équipes, qui allaient peut-être qui était là dans un enjeu purement financier. Et donc ça, c'était les lieux communs, c'était un peu la légende urbaine autour du freelancing. En fait, on a fait un autre constat, c'est que des freelances, il y en avait déjà partout dans les organisations publiques. Simplement, leur présence n'était pas encadrée. Enfin, elle était encadrée au sens où elle était encapsulée dans des contrats de SN et de cabinet de conseil, mais avec les désavantages que ça peut impliquer, à savoir des cascades de markup, à savoir une dilution de la responsabilité au fur et à mesure des cascades de sous-traitance. Euh, et donc, une fois qu'on mettait déjà ce dernier point en valeur, et puis qu'on on faisait en sorte de déconstruire aussi les a priori sur le freelancing, déjà nos prescripteurs, ils réalisaient que ah ben, Michel ou Thierry, en fait, ils sont freelance, et puis c'est pas du tout les mercenaires. Eux, ça fait 3 ans qu'ils sont là, ils sont super investis. On aime souvent dire que c'est les plus internes des externes, parce que en fait, ils arrivent pas avec leur propre entreprise, leur propre marque, si tu veux. C'est pas je suis de l'ESN A, moi, mon employeur, c'est l'ESN. Donc en fait, je vais bien effectuer ma mission et je vais être sérieux dans ce que je délivre. Mais à la fin de la journée, je reste quand même employé de l'ESN. Là, dans la logique du freelancing, tu es indépendant, tu as besoin que, entre guillemets, ta marque, ton savoir-faire soit reconnu. Et donc, il y a un niveau d'investissement, un niveau d'implication qui va forcément être très important, surtout dans une logique où le freelance va choisir sa mission et le prescripteur va choisir de travailler avec le freelance parce qu'il dispose des compétences pour résoudre la problématique qui va lui être confiée. Et donc, c'est pas du staffing arbitraire, contrairement à des systèmes de SN ou de cabinet de conseil, c'est vraiment une rencontre d'un indépendant qui dispose d'une compétence et d'un prescripteur qui en a besoin. Ouais, alors moi, enfin, tu vois, franchement, c'est pareil, on se pose aussi la question, tu vois, chez Timao, à titre très enfin, individuel d'entreprise, tu vois, mais en gros, ce qu'on a compris, ce qu'on en a conclu, c'est que ce n'est qu'une question de lien juridique. Enfin, ça paraît secondaire comme ça, mais en fait, aujourd'hui, est-ce qu'un contrat de travail protège vraiment de la volatilité de certains profils? Non. Si la personne a envie de partir parce qu'elle a une meilleure opportunité, parce que c'est des profils qui sont recherchés, de toute façon, quelle que soit la typologie de contrat qui te lie à elle, elle partira.
Donc en fait, la volatilité, Exactement. c'est moins une question de capacité à fidéliser et à offrir un cadre de travail, des conditions de travail, un travail tout simplement qui soit intéressant et que la personne ait envie de continuer d'approfondir, que d'une question de lien juridique qui enfermerait quelqu'un et l'obligerait à rester avec toi, quoi. Et Je suis enfin, tu vois, totalement nous, d'accord. Je suis ouais, totalement d'accord. Ouais. c'est vraiment ça qu'on, tu vois, on est arrivé là et donc du coup aujourd'hui on s'attache plus à la qualité de la relation qu'on va créer avec la personne et à son expertise que à la forme contractuelle qu'elle va nous demander en fait de mettre en place. Et la deuxième chose que je trouve super intéressante avec Malte comparativement à une ESN, où tu vas pas offrir les mêmes niveaux de service, mais que sur Malte, tu as quand même une transparence totale sur la qualité des missions effectuées par les freelances. Dans la mesure où c'est noté, où tu as du commentaire, où tu as du feedback des anciens clients, en fait, tu positionnes pas des profils sur CV, tu les positionnes sur CV recommandé. Et ça, tout de suite, ça a une force bien différente, je trouve. Bah, c'était, je pense, enfin, un parti pris très fort au moment de la création de Malte, c'était cette notion de communauté ouverte. C'était pas avoir une boîte noire où on déclare qu'on a X centaines ou X dizaines de milliers de freelances, et puis Mmh. croyez-nous sur parole, monsieur ou madame la Exactement. cliente, Mmh. parce que c'est nous qui l'avons dit, alors c'est que c'est vrai. Non, nous on a une communauté ouverte, donc les 900 1000 freelances en Europe, tu peux aller les consulter. Alors pas pendant l'enregistrement, s'il te plaît, Jessica, mais tu pourras aller les consulter. Et ça, c'est quand même, je pense que la transparence, elle commence là. Tu as cité quelque chose sur la notion de qualité de service ou proposition de valeur entre ESN, Malte, enfin, ou plutôt le freelancing, les ESN, les cabinets de conseil. Nous, on ne se présente jamais, et j'insiste là-dessus, vis-à-vis des clients en leur disant faire appel à des ESN ou des cabinets de conseil, c'est has-been, remplacer l'intégralité de votre force externe en prestation intellectuelle par des freelances. C'est jamais un discours que nos prescripteurs entendront de notre bouche parce qu'il y a une complémentarité absolument nécessaire entre ces typologies de structures. Quand on va vouloir mener un projet de transformation pluriannuel où il va falloir mobiliser des dispositifs très conséquents de plusieurs dizaines de consultants ou de prestataires, évidemment qu'il faut faire appel à une ESN, que ce soit du Capgemini, du Accenture, du Atos, du Sopra. C'est leur cœur de proposition de valeur. C'est là où ils vont être particulièrement pertinents. De la même manière, des cadrages très amont, des études qui vont nécessiter plusieurs équipes sur plusieurs sites ou sur plusieurs typologies de problématiques en parallèle de manière coordonnée, faites appel à un cabinet de conseil, faites appel à des Bearing Point, à des Wavestone, à des Eurogroup, c'est là qui vont être pertinents. En revanche, quand vous allez avoir besoin plutôt d'une expertise très pointue, plutôt unitaire, intégrée au sein des équipes, bah là, le freelancing trouve tout son sens. Et c'est pour ça que, en fait, on n'a jamais remplacé un fonctionnement de notre client avec des ESN et des cabinets de conseil. On est uniquement dans la complémentarité et ou, comme je le disais, dans la remise sous contrôle d'une réalité qui existe déjà, c'est-à-dire remettre sous contrôle cette notion de freelancing. Je discutais avec un acheteur d'un grand ministère qui me disait, moi j'estime que j'ai 500, 600 freelances qui se baladent un peu partout dans la nature au sein de ma structure. Ouais, C'est gigantesque. ouais. Euh, Ils sont encadrés, c'est-à-dire qu'il y a un cadre juridique, mais ils sont sous des ESN, sous des cabinets de conseil, et économiquement parlant, d'autant plus début 2026 où c'est quand même un sujet relativement prégnant, bah, ça peut être un peu frustrant, vu de l'acheteur public, de se dire, mais je pourrais bénéficier d'une gestion centralisée, de remettre tout ça sous contrôle et de m'assurer que je paye le bon prix pour la prestation qui est délivrée. Ouais. Sans cascade de marge, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Voilà, Donc exactement. je Exactement. récapitule, hein. Quand on a un besoin macro, un besoin structurant pour faire évoluer en profondeur l'organisation, l'ESN ou la société de conseil va prendre toute sa place parce qu'elle va permettre de s'inscrire dans la durée avec des équipes qui sont quand même conséquentes en termes de taille. En revanche, quand on a un besoin d'expertise fin, intégré à des équipes avec une grande agilité et des gens qui sont supervisés peut-être par des directions métiers en interne, là, Malte prend tout son sens. Donc, on est bien sur une complémentarité.
Oui, Ok. tout à fait. Après, la notion, d'autonomie ou de supervision, enfin, elle existe que ce soit côté ESN, cabinet de conseil et puis, les freelances, c'est des profils qui sont expérimentés. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, dans la communauté inscrite sur Malte aujourd'hui, en moyenne des gens qui ont plus de 7 ans d'expérience, souvent dans le salariat, avant de basculer en freelance, donc qui ont déjà développé une compétence, une expertise, qui sont capables de valoriser désormais, auprès d'un client final et ça de manière littéralement indépendantes, sans avoir besoin d'une structure qui est là pour, entre guillemets, les vendre ou les placer ou les mobiliser sur des projets. Donc, finalement, il y a tout type d'intervention, hein. Tu imagines bien qu'avec 900 000 freelances, il y a autant de modes de fonctionnement, il y a autant de capacités d'intervention. Et la puissance de la taille de cette communauté, c'est que c'est bien le prescripteur qui va dire voilà les modalités dans lesquelles j'ai envie de m'inscrire pour résoudre la problématique, parce qu'on parle bien non pas de mise à disposition d'une personne, mais de mobilisation d'une compétence. Code de la commande publique oblige, on est sur l'atteinte de résultats, on est sur ce qu'on peut qualifier de mission au forfait, c'est-à-dire on n'est pas là pour faire de la mise à disposition de freelance alignés les uns à côté des autres, mais plutôt de trouver les bonnes compétences, incarnées en effet par un indépendant, pour résoudre telle ou telle problématique, tel ou tel projet. Mais en effet, ton résumé est le bon. On a des grands projets de transfo ou des grandes phases de cadrage où on a besoin de dispositifs d'une part, ESN cabinet de conseil, et puis l'expertise unitaire d'autre part. Mais alors, tu vois, là, mon côté un peu pragmatique et terre à terre revient à l'attaque. Euh, Nous, ces marchés de SN, on les connaît un peu parce on va accompagner dessus. Ils sont déjà hyper complexes à monter. Euh, Enfin, tu vois, ça veut dire que en fait, nos amis acheteurs, ils ont dû faire deux pas. Déjà, premièrement, structurer leurs besoins, le définir correctement. Est-ce que je suis dans un besoin structurant ou dans un besoin, au contraire, d'agilité pour donc enfin, comment t'as fait toi pour trouver ces marchés sur lesquels tu pouvais te positionner? Il y en avait au démarrage ou comment t'as fait? Il y en avait pas vraiment au démarrage. Je dis ça, je fais une généralité parce qu'on avait quand même des structures publiques qui avaient déjà bougé avant même que Malte décide de s'intéresser au secteur public. Je pense par exemple à Aéroport de Paris, qui là vient de renouveler son référencement hub de freelance. On n'a pas été retenu, d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une anecdote un peu plus tard dans la discussion, quand on va parler peut-être un peu des caractéristiques des marchés, de ce qui est intéressant de faire quand on est un acheteur public pour structurer sa démarche vis-à-vis du freelancing. Je finis la parenthèse, mais on n'a pas été retenu parce que justement, on s'est présenté à eux tel que nous, on pensait que ça aurait de la valeur pour eux. Ils avaient une vision, une stratégie qui était différente, et donc no hard feelings comme on dit en anglais, mais voilà, on s'est pas retrouvé dans ce cas-là. Donc ADP avait bougé, France Travail aussi depuis plusieurs années, et là ils vont le renouveler dans quelques mois, mais avait un marché freelance. Donc on avait quand même des Ouais, donc structures qui ils avaient avaient réfléchi, ils avaient anticipé le sujet, quoi. D'accord, ouais, ok. ouais, ouais. Après, c'est des marchés qui ont des caractéristiques qui sont relativement différentes. Je citais Aéroport de Paris, mais Ouais, bah France oui, je veux en Travail, savoir plus, moi, du heu, coup. c'est un Ah, teasing bah oui. énorme, tu vois? Mais c'est des caractéristiques qui sont quand même relativement différentes de ce qu'on voit émerger des marchés publics aujourd'hui vis-à-vis du freelancing. Mais pour répondre plus strictement à ta question, en 2021, ces marchés dits freelance, ils étaient rares. Et donc, nous, notre stratégie, ça a été tout d'abord de s'insérer au sein de marchés ESN cabinet de conseil, donc plutôt des marchés de prestations intellectuelles informatiques, mais aussi de prestations intellectuelles tout court, pour justement montrer qu'on avait quelque chose de complémentaire à amener. En revanche, tu as raison, la complexité de s'insérer dans ces marchés quand on est une plateforme de freelance et qu'en fait, nous, ce qu'on propose, c'est une prestation d'intermédiation, c'est une taille de communauté, c'est une qualité de sourcing, c'est une sécurisation contractuelle et juridique, c'est le bien-être des freelances, la fluidité des process, la qualité de notre plateforme, de nos parcours utilisateurs. Et ça, c'est des critères qui désormais existent dans des marchés freelance qui émergent, mais qui à l'époque n'existaient pas, ces critères-là. Il fallait répondre à comment vous allez vous y prendre pour faire un schéma directeur SI, expliquez-moi la méthodologie pour rédiger un dossier d'architecture technique, Ça, c'est c'était quelle pas noté sur charge. les points qui font la force de Malte. Donc, Exactement. ouais. Et on a beau être, en tout cas, je l'espère, des gens intelligents au sein de l'équipe commerciale secteur public de Malte,
c'est pas notre métier De faire d'être un schéma différenciant sur. directeur SI, mais bien sûr. Exactement, Mmh. exactement. Alors moi, mon passé de consultant, fait que si j'aligne mes neurones, je suis capable d'écrire quelques trucs pas trop bêtes, mais je ne ferai jamais, quelque chose de différenciant et de percutant face à un Capgemini, face à un Accenture, face à un OnePoint. C'est pas possible. Donc quand on a commencé ce développement-là, on a dû, et je dis ça, c'était sans contrainte aucune, mais plutôt créer des consortiums, un peu à l'image de ce qu'on avait fait sur Betagroove, pour, s'intégrer en complémentarité de propositions de valeur cœur qui étaient attendues, c'est-à-dire des ESN ou des cabinets de conseil. Et donc on avait, le petit Malte à côté, greffé à, une grande ESN ou un grand cabinet de conseil pour venir amener cette agilité, cette flexibilité, cette capacité à mobiliser en complémentarité des expertises de dispositifs de SN et de cabinets de conseil. Ouais. Et en fait, c'est en se faisant connaître que, vous avez, fait émerger le Exactement, besoin d'allotir en fait, enfin de définir voilà, un peu parce qu'on n'est pas du tout sur la même proposition de valeur. D'un côté, on est exactement sur, et l'atteinte d'un résultat comme on l'a dit tout à l'heure, un peu macro et tout et de l'autre côté, c'est plutôt le résultat attendu, c'est plus, l'agilité, l'intermédiation de qualité que, exactement. l'atteinte d'un résultat, opérationnel et technique, en tant que tel, quoi. C'est exactement ça. Nous, ce qu'on dit à nos clients ou prescripteurs, auprès de qui on vient se présenter justement, expliquer la proposition de valeur de Malte, c'est, si vous souhaitez avancer sur la construction d'un marché à destination de plateformes de freelance, il faut qu'il y ait un double objet. Il faut qu'il y ait la prestation d'intermédiation, c'est celle que Malte va prendre en charge, et puis l'exécution de la prestation. Et ça, c'est le morceau que Malte va sous-traiter. Et donc, c'est ainsi que tout cela est compliant vis-à-vis du code de la commande publique, parce qu'il y a pas déjà de sous-traitance totale, hein. Nous, on garde bien une part importante du marché, puisque c'est cette prestation d'intermédiation qui est importante, et on sous-traite l'autre partie qui est l'exécution. Du coup, là, tu parlais de ces marchés très protéiformes. Il y a, enfin, tu as quand même défrayé la chronique en remportant quelques marchés de centrales d'achat. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces spécificités? Donc, d'un côté, tu es référencé sur des centrales d'achat. De l'autre, Mm. tu vas répondre à des marchés en direct pour des acheteurs publics indépendants, on va dire. Euh, Comment est-ce que tu structures ces deux propositions de valeur? Comment est-ce que ça coexiste? Ben, en fait, c'est plutôt que je m'adapte, moi, aux stratégies d'achat de mes interlocuteurs. C'est-à-dire, quand je vais voir un ministère, ce ministère, ils ont souvent, enfin, les ministères, ils ont souvent des stratégies d'achat très anciennes, très établies, très claires, avec des marchés historiques qu'ils renouvellent tous les 4 ans de manière un peu mécanique. Je pense à des ministères de l'Intérieur, ministère des Armées, ministère de la Justice. C'est une machine, ministère des Finances bien évidemment, Ouais, c'est des machines qui sont des rodées. machines, bien sûr. Ouais. Eux, on a des super discussions avec tous ces interlocuteurs-là, mais on a conscience qu'on parle de moyen long terme. Le temps de Mm. faire évoluer pas tant les mentalités, parce qu'il y a un point commun dans tous nos échanges, c'est on sait qu'on a des freelances, on sait qu'aujourd'hui, on n'optimise pas nos dépenses parce qu'en fait, ils sont un peu éclatés dans toute l'organisation, mais mais finalement, c'est vraiment la stratégie d'achat qui va dicter, enfin de nos interlocuteurs, qui va dicter notre stratégie de réponse. Donc si on parle à un interlocuteur qui va, décider de ne pas utiliser les centrales d'achat, mais vraiment construire et lancer ses propres appels d'offres, bah, on est des gens simples, hein, nous sommes des gens simples, on va répondre à ces marchés-là. Si, en revanche, on est convaincu que être référencé auprès de centrales d'achat, mécaniquement, il y a un effet de levier assez monstrueux. On est référencé, tout de suite, on a accès à X centaines ou milliers de bénéficiaires d'un coup d'un seul. Et c'est pour ça que les centrales d'achat l'ont bien compris, pardon. Je pense au RESA qui a été le premier à structurer et lancer deux marchés plateformes d'intermédiation freelance, avec un marché numérique, un marché hors numérique où on a le plaisir d'être référencé sur les deux et en mono-attributaire, parce que eux, en effet, avaient vu ce côté mono-attribution comme Oui, oui. clé dans l'approche. Mais la Canut, qui est plutôt une centrale d'achat qui est relativement nouvelle, mais extrêmement performante, qui publie énormément de marchés, qui vient justement concurrencer aussi des acteurs établis comme le RESA ou comme l'UGAP, je parlerai de l'UGAP juste après. Eux aussi ont lancé leur marché freelance. On était aussi d'ailleurs à la genèse dans des discussions sur l'intérêt que ça pourrait avoir. Petite anecdote à nouveau.
pour vous dire qu'on n'est pas, J'adore. on peut se planter, mais on a répondu évidemment avec plaisir à ce marché, et on l'a malheureusement pas remporté, puisque C'était quand ça? ça va faire 1 an et demi maintenant, 1 an et demi 1 ou an et 2 ans. demi, Ouais, c'était d'accord. Au quasiment début à quand mon tu es arrivée arrivé, chez quoi. Malte. Ouais, c'est ça. Exactement. Aïe. Et je devais pas avoir les yeux en face des trous, mais je le dis avec beaucoup de franchise, je me suis complètement planté sur le BPU. Donc on a eu une note D'accord. financière, bon, on était complètement à côté de la plaque, même si sur le côté technique, bah, de Donc par toutes les malgré ton caractéristiques. expertise, tu as réussi à Ouais, ouais, quelle honte, hein. Ouais, mais quelle non, honte, pas du tout, Jessica. ça c'est aussi, je trouve, enfin, tu dur avec toi-même. Non, ce que je voulais dire par là, c'est pas du tout, une remise en question de tes compétences, mais plutôt au regard de tes compétences et de l'expérience, heu, ça veut quand même dire que c'est pas si simple. Enfin, là, c'est un petit message qu'on fait passer à nos amis acheteurs. Heu, Oui. nous, entreprises, on peut, y mettre, comme vous comme toi, hein, je veux dire, Malte, vous avez investi dans des frais d'avocat avant d'y aller et tout. Enfin, je veux dire, vous avez quand même, enfin, l'entreprise, en tout cas, a pris son risque, elle a pris sa responsabilité avant d'aller sur ce marché-là. Vous y êtes pas allé n'importe comment. Vous avez essayé de structurer les choses en amont et on sait que des heures d'avocat, c'est rarement donné. Heu, Ça va, Malte est toujours debout, on a su voilà. absorber le. Non, mais c'est ça, mais il n'empêche que malgré tout, malgré toute cette expertise, ce soin qu'on peut apporter, on peut quand même encore réussir à se tromper sur des sujets qui peuvent paraître hyper basiques. Un BPU sur du freelancing, on a l'impression que c'est une ligne en fait, hein, sur par profil. Et puis, enfin, d'ailleurs, Oui, ou un tu fais pourcentage comment les prix sur d'intermédiation. tes marchés, toi? Est-ce que c'est un enjeu? C'est un très fort enjeu, Ouais. mais je vais zoomer là-dessus, mais je rebondis sur juste ce que je disais avant. Pour terminer mon propos, c'était, il y a aussi l'UGAP qui est en train de bouger en termes de centrale d'achat. Ils vont publier là dans les mois qui viennent normalement un marché, plateforme freelance, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin aussi de structurer cette approche-là. Et donc on sent que les centrales d'achat, elles sont en train de bouger. Deuxième anecdote, et je répondrai après sur le volet prix. hem, j'ai un peu réorganisé mon équipe là sur ce début d'année, et j'ai des nouveaux entrants qui découvrent les marchés publics, notamment Ça, un c'est de mes génial. collaborateurs Mmh. qui vient de terminer son baptême du feu en répondant à un premier appel d'offres. De Il live. est pas, ça lui a bien plu. J'ose lui dire quand il écoutera ce podcast, il verra que je pense à lui. En revanche, il m'a dit quelque chose, et c'est en rebond de ce que tu disais sur la complexité quand même de cette commande publique encore. Il m'a dit, mais j'arrive pas à croire que pour être sûr que je suis pas en train de me planter complètement dans ce que je suis en train de poster sur place, faut que j'ouvre le RC, le CCAP, le CCTP, et encore, Ouais, et ton mémoire je technique fais à côté. ça, Ouais. et le mémoire et je suis même pas sûr que j'ai Il a pas quel profil? complètement zappé un truc. Juste pour, Comment? donner un peu de contexte, il a quel profil? Ancien consultant, Ouais, d'un grand cabinet de conseil, français, ouais, mais 4 bien ans, d'ACTP, enfin, je veux dire, il y a pas de oui, oui. voilà, 4 ans d'expérience dans le conseil, donc rigueur, analyse, prise de recul, ça c'est coché. Et pour autant, mais moi je te mentirais si je te disais qu'à chaque fois au moment d'appuyer sur le bouton envoyer, je me dis pas: «Mais ça se trouve, je suis passé à côté d'un Ah truc». non, mais Au-delà nous, de la réponse, hein. c'est notre quotidien. Ouais, C'est ce que c'est ce que je te disais en amont de quand on a ouvert le podcast, mais là, on a posté hier un marché, data center cloud computing. On est sur des ouais. sujets d'une complexité, hyper importante, et on a Mmh. beau y avoir passé le temps, avoir fait toutes nos diligences pour vérifier que le sujet qui était demandé là, il a bien une réponse à chaque fois et tout, t'as quand même toujours cette appréhension de te dire mais est-ce que j'ai pas fait un hors sujet? Est-ce que j'ai pas loupé Ouais, une info? Est-ce qu'il y a pas deux infos croisées entre le CCTP et le CCAP qui auraient pu être dans une certaine forme de contradiction et que exactement. j'aurais pas vu? Enfin, une interaction, tu sais, un peu comme les médicaments là, quand tu les mets ensemble, en fait, ça Ouais, oui, marche. oui, oui. Mmh. Et le troisième sujet, moi, qui me perturbe toujours énormément, c'est ces fameuses annexes financières, enfin, c'est ces fameux BPU, DQE, DPGF, enfin, tous les éléments financiers. En fait, tu vas travailler sur le CCTP dans le fond, et puis ensuite, quand tu vas faire ton prix, tu te rends compte qu'il y a certaines lignes du BPU qui vont être surpondérées par rapport à ce qu'il Ouais, était, à ce que le CCTP reflétait. Donc le oui. besoin va accentuer sur une Oui, prestation tu te A. dis qu'il faut rééquilibrer, Exactement. Et en fait, le BPU va te faire comprendre que la prestation A, elle est pas cyclée, et qu'en fait, c'est la prestation B sur laquelle il y avait à peine un entrefilet. Et, exact.
et là, ça peut te faire revoir complètement la manière dont tu vas travailler tes enjeux et structurer ton mémoire technique, quoi. Je me permets d'interrompre l'épisode quelques instants pour vous présenter Timao, le cabinet à l'origine de la production de ce podcast. Chez Timao, on est spécialisé dans le go-to-market sur les marchés publics. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à structurer leur présence auprès du secteur public. Concrètement, on agit sur 3 leviers. La réponse aux appels d'offres, la prospection sous les seuils et la capacité à entrer en contact et à communiquer avec justesse avec les acteurs publics. Pour ça, on s'appuie sur une méthode de travail très structurée, issue de l'analyse de centaines de marchés et d'enquêtes terrain. Notre approche, c'est de construire avec vous la recette de votre succès, puis de mettre en place les outils et les méthodes pour la faire vivre dans la durée. Si ces sujets vous parlent et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous trouverez un lien vers Timao dans la description de l'épisode. Allez, on reprend pour travailler tes enjeux et structurer ton mémoire technique, quoi. Donc, Mais on aura, enfin, je te rejoins à 100% et on aura peut-être un bout de la conversation sur comment aussi, si des entreprises, plateformes de freelance ou pas, hein, c'est toujours sain d'avoir de la concurrence, veulent s'attaquer à ce secteur public, que je leur partage aussi un peu ma vision de la chose. Mais tu cites quelque chose de clé, c'est qu'il faut toujours avoir X cerveaux qui fonctionnent en parallèle pour être sûr qu'on ne loupe rien. Un qui est sur le RC, un qui est sur le CCAP, un sur le CCTP, un sur le CRT, un sur l'annexe financière et constamment équilibrer, revenir, etc. Tu parlais du côté BPU, c'est encore une caractéristique hyper mouvante en fonction des stratégies des prescripteurs. ouais, On va voir des BPU très classiques, c'est-à-dire des BPU qui nous demandent des TJ par profil et par jour, et souvent des TJ plafonds. Et ça, c'est très intéressant. Et moi, j'insiste, si des acheteurs publics ou des prescripteurs nous écoutent, j'en suis persuadé, mais c'est faites des BPU avec des TJ plafonds. C'est là qu'ils vont bénéficier de toute la puissance du freelancing, en fait. Le côté plafond, ça contrôle le niveau de dépense maximum. Ça, c'est le principe du plafond. Mais on voit que dans les faits, quand on opère des marchés avec des TJ plafonds, on est systématiquement en dessous. Parce que, contrairement à une USN, un cabinet de conseil, nous, on n'a pas bien, d'enjeu à staffer telle ou telle personne à tel ou tel taux. C'est le freelance qui exprime ses velléités financières, donc son TJ, auquel il se positionne sur le marché au sens large. Donc, si un prescripteur me dit, moi, il me faut un dev Java, j'ai 600 euros maximum, tout frais inclus, bah, en fait, on va lui trouver au sein de la communauté ce freelance et ces compétences qui correspondent à ces contraintes-là, à ces enjeux-là. Et pas l'inverse. On va pas dire, ah ben, je vais staffer, peu importe le profil, je vais le staffer à 800 parce que c'est ce que dit mon BPU. Donc nous, on conseille vraiment cette notion de prix plafond avec une latitude justement pour jouer en dessous. Et c'est là qu'en fait, nos prescripteurs vont faire des économies. Ça peut arriver qu'on ait des BPU avec juste 2 lignes, portage, sourcing et un pourcentage. C'est-à-dire, c'est quoi le markup que la plateforme de freelance va proposer pour le portage et pour le sourcing. Dans les faits, ça peut fonctionner et parfois c'est une combinaison des deux, hein. Ça mmh, permet une certaine transparence sur les prix. Là où moi j'invite à la très grande prudence des acheteurs publics, c'est que à comparer des pourcentages, vous comparez quand même des choses qui ne sont pas comparables parce que ce que propose Malte dans la vie d'un freelance sur la plateforme, e-réputation, gestion conformité, facture, paiement sous 10 jours avec avance de trésorerie, et cetera, et ben ça, nous, on l'encapsule dans un certain pourcentage. D'autres vont mettre peut-être un pourcentage, je dis une bêtise, 2 fois moins élevé, mais derrière, c'est sec de chez sec pour la gestion administrative côté plateforme. Et alors le freelance, lui, il est au pain et à l'eau parce qu'il doit attendre la fin de sa mission pour être payé. Et donc, je fais évidemment des comparaisons très caricaturales, mais c'est pour montrer que derrière ce pourcentage-là, il y a des réalités qui peuvent être extrêmement différentes et que par conséquent, il est préférable plutôt pour un acheteur public de continuer à raisonner comme il raisonne vers les ESN et cabinets de conseil, d'avoir des UO euh, par rapport à ce qu'il est prêt à payer pour avoir accès à une compétence, parce que le pourcentage d'intermédiation, il reflète des choses qui sont et trop ton différentes. prix plafond, c'est presque en fait une contrainte de sourcing. C'est-à-dire Exactement. que quand on te met un TJ plafond, toi, ça veut dire que tu vas chercher les profils sous ce plafond-là. Donc, en fait, ça Et frais permet aussi inclus. d'atteindre une certaine efficacité. Ouais. Et c'est frais inclus souvent. Donc ça permet en plus d'être sûr que quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, ce sera 800 euros pour tel profil, tout frais inclus,
le prescripteur final, le client final ne paiera jamais un centime de plus. Et ça, surtout en ce moment, ça l'a toujours été, mais surtout en ce Oui, moment, oui, non, mais bien sûr. c'est particulièrement clé pour nos interlocuteurs. Attends, alors je reviens sur ce que tu disais, parce que là, tu parlais du bien-être du freelance. Vous faites l'avance Mmh. de trésorerie sur le Ouais, salaire? D'accord. exactement. En fait, Enfin, le salaire, c'est pas un salaire du coup, mais non, voilà. mais ça devient, Oui, enfin, ça bah, ça devient, devient un salaire. l'équivalent puisque tous les mois, les freelances sont payés, grâce à ce système d'avance de trésorerie que l'on finance du coup, via des affactureurs, hein. C'est pas de l'argent magique comme Ah dirait bah, c'est notre, jamais cher magique, hein. président. Mmh. C'est nécessaire, pour fidéliser, enfin pour attirer et pour fidéliser une communauté de freelance. Qu'on le veuille ou non, hem, un salarié qui décide de basculer en freelance, il prend un risque. Il en a conscience, mais il se dit quand même que dans l'équation globale, son bien-être, son épanouissement, son expertise, sa compétence, elle va être mieux utilisée en étant freelance. Donc ça c'est un postulat de base. C'est comme je te le disais, c'est des gens qui sont expérimentés, c'est des gens qui sont autonomes, c'est des gens qui sont, experts de leurs problématiques. Pour autant, on a autant de sensibilité commerciale et de sensibilité de gestionnaire qu'il y a de freelance. Donc il y en a qui vont avoir besoin de soutien et c'est là que Malte, rentre en jeu. C'est déjà pour trouver des missions à ces freelances parce que bah, quand tu es indépendant, te faire référencer auprès de L'Oréal, c'est impossible. Répondre à un marché public, c'est impossible. Donc, on a besoin de cet intermédiaire, quoi qu'il arrive. On a besoin d'un Malte qui vient répondre au référencement de Total Energy, d'Engie, de grands services financiers, de grands ministères, de centrales d'achat, parce que nous, on a cette puissance-là, on a ce savoir-faire-là, et puis parce que c'est pas le métier du freelance. Le freelance, il est expert cloud, il est expert data, il est expert du Il est expert de marketing, son il est métier. Il est pas, là pour déployer une stratégie commerciale à grande échelle, sinon il monterait une entreprise, ce serait plus un freelance. et voilà, et il serait peut-être, il s'y retrouverait peut-être aussi très bien, mais c'est un métier Autre différent, c'est chose. une approche Ouais, ouais, complètement bien sûr. différente. Et donc l'avance de trésorerie, elle rentre dans cette réflexion-là. Elle rentre dans la nécessité enfin, que beaucoup de freelances ont d'avoir de la visibilité sur leur trésor, une capacité aussi à prévoir, à anticiper et donc être payés tous les mois. Ça leur permet de s'enlever une épine du pied, une crainte, de se dire: «Bah, je serai payé que à X jours fin de mission». C'est violent, hein, quand on est sur Non, une c'est mission trop violent. de Indépendant, 6 c'est ou 12 impossible. mois, Ta c'est banque, ton compliqué. loyer, ton propriétaire, Voilà, ton opérateur téléphonique, lui n'entendra pas, que tu puisses avoir du délai de règlement sur, ta prestation, donc exactement. On mais peut attends, je repasse argumenter le code de la ouais, commande publique, mais c'est un peu compliqué, je pense, non, pour voilà, un c'est ça. Je pense que Free, n'entendra pas, mais quand tu quand tu c'est vachement intéressant. Donc, en fait, ça veut dire que donc vous, sur votre trésorerie, vous avancez cet argent. Donc, tu vas voir une banque du marché et tu lui dis prête-moi, si je dois 5 000 euros à un tel, prête-moi les 5 000 euros qui correspondent à la prestation du mois, que je lui paye tout de suite. Et dessus, toi, tu exactement. vas payer un pourcentage à la banque Voilà, puisqu'elle t'a avancé l'argent. voilà, Ce pourcentage, donc là, dans notre tête, on voit tous un pourcentage, mais en fait, c'est un volume d'argent qui va grossir. Plus long est le délai de paiement, plus ça va coûter. bah, tu C'est-à-dire, as tout compris. si notre client public paye au bout de 10 jours, bien évidemment, toi, tes frais bancaires, tes frais d'affacturage seront moins élevés que s'il paye au bout de 60 jours. Comment est-ce que tu fais pour répercuter ce coût dans ta prestation? Ça vient en moins de ta marge, en fait? Tu C'est en fait, enfin, tu as tout compris sur le mécanisme, c'est-à-dire que, nous, on a avancé l'argent à T0, Ouais. plus on a de temps pour se faire payer par l'entité publique, bah, c'est là qu'on paye des frais d'affacturage. Donc c'est là où ça nous met en complexité, pas en difficulté, parce que c'est une machine extrêmement bien rodée désormais. Et puis, enfin, le modèle Malte, le modèle d'affacturage, il est éprouvé, hein. Ça fait 13 ans qu'on est sur le marché. Malte, ça a été créé, il y a près de 13 ans. Enfin, ça marche, hein, ça, il y a pas de sujet. Mais, en revanche, on va factoriser, tout cela dans nos prix, dans nos marges.
tout simplement. Donc, dans nos marges, on va avoir évidemment le coût d'intermédiation. Et derrière le coût Mmh. d'intermédiation, Il y a le c'est service, notre la plateforme, produit, notre bien sûr. plateforme, les équipes commerciales, les équipes marketing, les équipes communauté qui s'occupent aussi de la communauté de freelance, les équipes finance, les équipes administration des ventes. Enfin, c'est évidemment tout ça qui est pris en ligne de compte. Mais là, enfin, si on m'écoute et qu'on prend mon propos un peu basiquement, on va se dire: «Bah, super, on paye les salaires des gens de Malte». Mais non, en fait, on paye Mais la non, capacité. Non, mais il y a on paye la des capacité d'avoir expertises, accès à tel bien sûr. client final, on paye la capacité à avoir, une prise de responsabilité forte dans un modèle contractuel, pour une puissance publique qui va contractualiser avec Malte, et c'est Malte qui prendra, tout enfin, on prendra tout sur nous, en cas de pépin. Et ces pépins, en l'occurrence, ils arrivent quand même extrêmement rarement parce que le modèle même fait que les missions se passent bien. On a des gens qui sont engagés, on a des gens qui ont envie de faire les choses bien, on a des gens qui sont pas parachutés sur une mission. Mais en effet, ça prend aussi tout ce volet financier d'avantages clés pour les freelances. C'est pour ça que Bah, derrière c'est un X service, hein. Oui, oui, bien sûr. réponse A de la plateforme A versus Y réponse B de la plateforme B, je suis acheteur public, oui, bah, je peux partir avec celui qui dit qu'il va faire le truc à 1,5% sur du portage. Je peux, mais on s'en reparle quand, quand il faudra gérer des trucs un peu costauds et pas être juste dans une espèce d'industrialisation bête et méchante. Non, puis c'est certain, en fait, si tu veux pouvoir, fidéliser des profils, qualitatifs, heu, bien sûr, à des coûts, enfin, à des taux jour qui soient compétitifs, Ouais. c'est un service qui est obligatoire. Je veux dire, un indépendant, il en a pas sous le pied. Heu, à part faire du crédit à la consommation, pour, essayer d'anticiper le délai de règlement. Non, mais voilà, il va Ouais. payer, Non, mais 25 là, de oui. taux d'intérêt parce qu'en ce moment, ça frise les plus hauts là. Ouais. Il peut pas s'en sortir. Donc effectivement, c'est un service qui est absolument nécessaire ou alors faut qu'il ait hérité et qu'il ait un peu d'argent devant lui, quoi. Mais non, mais heu, Non, mais en non, mais fait, on a tous des factures à payer donc c'est des gens non, mais derrière, quoi. C'est clairement, et ce sujet financier, enfin, pourquoi on passe aussi ce temps-là là-dessus, c'est que si la puissance publique, si les prescripteurs et les acheteurs veulent attirer les meilleurs freelances, ils ont besoin aussi quand même de regarder comment les plateformes qu'ils vont référencer vont traiter ces freelances. C'est absolument nécessaire parce que c'est un peu trop simple de dire: «OK, bah, moi je vous référence, parce que votre process il est trop bien». Ouais, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Quand on ouvre la boîte, qui est parfois une boîte noire, hein, parfois c'est complètement hermétique. Sur les quelques marchés sur lesquels on est référencé en multi-attributaire à côté d'autres acteurs du freelancing, heu, il nous arrive régulièrement, je dirais pas systématiquement parce que c'est pas le cas, mais régulièrement, d'être contacté par des freelances pour dire: «Eh, mais en fait, je suis dans le même bureau qu'un autre freelance, que vous portez. C'est vachement bien ce que lui il a. Est-ce que, je pourrais changer mon portage pour passer plutôt, chez vous?» Et donc, c'est pas nous qui nous faisons un délire et que dans une démarche purement marketing. Les freelances sont en attente de ça, et les freelances, ils viennent sur Malte parce qu'ils ont besoin de ces avantages, tout simplement. ouais, ouais, je comprends bien, je comprends bien et donc c'est vrai enfin, OK, donc là, on comprend bien la différence entre, ESN, conseil et freelancing. Plateforme d'intermédiation, c'est quand même un peu plus que ça, je trouve. Il y a quand même, la sécurisation juridique et surtout la sécurisation financière du Ouais. freelance, que vous prenez en charge et qui est vachement importante. Alors du coup, j'ai 2 questions. L'une, donc tu parles de ta stratégie en France de vecteur contractuel, donc Ouais. on a vu, hein, tu as des marchés, auprès de centrales d'achat, tu en as d'autres Ouais. auprès d'entités publiques. Comment est-ce que tu fais? Tu attends que le marché sorte? Tu vas rencontrer les acteurs publics en amont? Hem, tu vas comment et pour dire quoi globalement? Enfin, tu vois? Bah, non, tu bien qu'on n'attend pas, et c'est ce qu'on dit souvent dans nos métiers, hein. Si tu découvres, un marché le moment où il est publié sur Place ou sur Maximilien ou sur une autre plateforme, c'est qu'a Non, c'est priori, va ouais. falloir prendre un peu d'élan pour gagner. Donc on a une démarche, évidemment amont, et cette démarche, elle vise à déjà nous faire connaître, mais pas faire connaître Malte en tant que tel, faire connaître le PNC, freelancing, ouais. faire comprendre pourquoi c'est important, de structurer une démarche et la valeur que ça va avoir pour les prescripteurs, mais aussi pour les acheteurs. Donc on a besoin d'avoir cette démarche-là en amont, et puis après on a des discussions sur, plutôt nos retours d'expérience, parce qu'on a quand même, allez,
5-6 ans maintenant, même si, Malte a commencé son développement, plutôt en 2021 sur le secteur public, mais ça précède quand même un peu ça. Donc on commence à avoir des jurisprudences, des retours d'expérience, ça marche pas, un peu tout ce qu'on a raconté là pendant l'heure qui vient de s'écouler. Hem, les histoires de BPU, comment structurer ça, les objets de marché, est-ce que vous faites à bon de commande, à marché subséquent? Mais tout ça, on l'articule par rapport aux objectifs de nos Mmh. interlocuteurs. En gros, les On n'essaie conséquences pas de la de forme, voilà, quoi. Les conséquences de la forme sur le fond. C'est-à-dire, si exactement. tu optes pour telle, forme, tu vas avoir, tel résultat. Est-ce que ça rentre ou pas dans ton objectif? Après ça, c'est au à l'acheteur de décider, mais, au moins tu les aides un peu sur leur partie, enfin sur leur sourcing, sur leur découverte quoi, sur leur phase de structuration de marché. Exactement et il y a souvent une question qui revient, c'est, mais moi j'ai déjà mes marchés, AMOA, Oui, MOE, oui, comment j'intercale mon histoire de freelance qui n'est pas tant un sujet sur la compétence de fond, mais plutôt sur la méthodologie de delivery et je comprends, hein, je comprends aisément ça. Dans les faits, on commence aussi à avoir beaucoup d'acteurs qui ont bougé sur le sujet et qui, heu, en fait, c'est des intitulés de marché, c'est des propositions de valeur de marché qui sont complètement différentes. Donc, il y a pas de concurrence entre marchés. Il y a avoir accès à une plateforme d'intermédiation, une prestation d'intermédiation versus avoir accès à une compétence, MOE ou MOA et la délivrance d'une mission de MOA ou de MOE, par exemple. Et donc là, le fait que ce soit des intitulés de marché qui sont différents fait que ça se marche pas dessus. Mais c'est là qu'on voit, toute la sensibilité juridique en fonction des entités. Il y en a qui vont dire: «Non, non, mais je vois bien la valeur et puis enfin, vu les économies que je vais pouvoir faire et restructurer, remettre, un peu de ouais. cadre, vis-à-vis de ma population freelance qui est un peu éparpillée, franchement, j'ai besoin d'y aller. C'est pas non seulement que j'ai envie, mais j'ai besoin d'y aller». Et puis il y en a d'autres, hem, ils voient peut-être, plus de risques Ouais. que d'opportunités. Est-ce que ça va Une mettre fois que la j'ai dit pagaille dans mon marché d'ESN qui aujourd'hui roule bien, voilà, en il y a risquant il y de a déstructurer un peu la chaîne de tu décision tout quoi et compris. de management? C'est exactement ça, même si, enfin, je veux dire, à un moment, quand la direction des achats de l'État, a bougé sur le sujet, quand l'UGAP a bougé sur le sujet, quand le RESA a bougé sur le sujet, quand Betagouv, enfin, et la direction interministérielle du numérique a bougé sur le sujet, bon, je pense que, tu es un opérateur ou une collectivité et tu te dis que ça t'intéresse, je pense que tu prends pas un risque, très fort, sachant que la DAE et l'UGAP, et le RESA et la CANUT, ont avancé sur le sujet. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, la question c'était: est-ce que c'est un service pour le SN qui a décroché le marché, qui lui permet d'avoir un peu plus d'agilité, quand le client public en a besoin? Ou est-ce que Ouais. c'est le service pour le client public qui lui vient superviser du coup, enfin, l'atteinte du résultat? Enfin, tu vois, il y a toujours cette question de, comment je note le résultat, enfin, comment est-ce que je définis que le résultat est atteint sur la mission, qui est en cours et qui est garant de ce résultat, quoi? Exactement et enfin, l'ironie du sort, c'est qu'on a pas mal de SN et de cabinets de conseil qui viennent sur Malte pour sourcer des profils qu'ils ont pas à leur Oui, bien disposition sûr. et qui ne savent pas staffer dans le cadre de leur marché et cet argument-là, il est assez massue quand on parle aux acheteurs publics. On leur dit: «Et c'est juste que là, vous payez 2 fois, donc vous les avez les freelances, vous les avez dans vos équipes». Et du coup, excuse-moi, concrètement, le SN qui va venir sourcer sur Malte, ce profil, elle le source dans le cadre de la réalisation d'une mission. Heu, Si à côté de ça, enfin, tu vois, j'essaye de bien comprendre comment l'acheteur public, parce que tu peux avoir un lot, je suis désolée, je mets mes idées dans l'ordre, mais tu peux très bien avoir un lot ou un marché qui porte sur du freelancing, pur et avoir, ton marché de SN à côté. Mais comment est-ce que, l'acheteur public, il peut optimiser le recours à la plateforme versus le recours à l'ESN? Parce que ça va dépendre aussi beaucoup des typologies de missions qu'il va confier aux uns et aux autres et de la capacité de l'un et de l'autre à mener à bout, enfin à bien la mission qui lui a été confiée, quoi. Bah, c'est en partie le propos, qu'on a eu précédemment. Il faut que le prescripteur, soutenu aussi par l'acheteur, hein, qui, a une vision sur ces différents marchés, sur ces différentes capacités, réfléchissent ensemble à, bah, telle typologie de projet, c'est plutôt, à confier,
à une ESN ou un cabinet de conseil par l'intermédiaire de tel ou tel marché versus, là, mon besoin, il a plus de sens, par un profil unitaire, parce que, les caractéristiques sont celles qu'on citait précédemment, besoin d'expertise, unitaire, inséré au sein des équipes et pas un dispositif, pluriannuel par exemple ou un dispositif extérieur qui va faire son truc dans son coin et puis, fournir ses conclusions. Donc c'est plutôt ça le juge de paix et puis après c'est aussi, de la pédagogie à faire à la fois par les ESN et les cabinets de conseil d'une part, qui eux ont leur proposition de valeur et vont pousser, leurs intérêts et puis nous qui expliquons comment on s'intercale avec ça. Mais on a, j'ai un membre de l'équipe qui a d'ailleurs, ça a été son rapport d'étonnement à son arrivée au sein de l'équipe. Il s'est dit, on n'a pas formalisé cette, visuellement, hein, pour que ça marque aussi nos interlocuteurs de, c'est quoi ma stratégie de sourcing? Parce que c'est ça la question. C'est, Bah oui. j'ai un besoin, est-ce que je vais à gauche, au milieu ou à droite? Est-ce que je combine, gauche et milieu? Est-ce Ouais, que je commence par c'est gauche et exactement puis ça. je Ouais. finirai par droite? Et ça, ben, nous, on a formalisé du coup, enfin ce collaborateur, en l'occurrence Thibaut, a formalisé cette vision-là pour que ça parle aux clients et qu'ils se disent: «OK, moi je suis», alors c'est, forcément schématique, mais ça permet de se dire: «Bah là, moi je suis plutôt là», donc c'est en effet plutôt un freelance qu'une ESN ou un cabinet de conseil. Tout l'intérêt d'avoir des consultants dans l'équipe, ça, hein. Ah ouais, et tu peux pas les empêcher de faire des slides, hein, Ah là là, c'est génial. Non, mais au moins, ils te c'est modélisent des compliqué, hein. situations, c'est super. Exactement, Non, mais c'est exactement. très Ah non, clair, mais j'ai c'est tout l'intérêt d'être présent sur le terrain. Effectivement, si tu es pas là en amont pour aider à la préparation du marché, l'acheteur, il va acheter un coup de portage, en fait, alors que, exactement, et il va passer à côté du bénéfice du service. Heu, exactement. c'est toute la difficulté, hein, des marchés publics. C'est comment est-ce que tu es présent, sur le terrain sans pour autant être pesant pour l'acheteur public. Enfin, c'est un équilibre, hein, pas être dans le mode push, mais être vraiment là pour expliquer et apporter de la Ouais. valeur. Ouais, Et je pense qu'on bénéficie encore d'un moment de marché qui est favorable. Déjà parce que le contexte, c'est très économique est ce qu'il est et donc, dès qu'on parle d'économie, parce que c'est le cas, hein, au-delà du fait de remettre sous contrôle la partie contractuelle qui vient mécaniquement pardon, enlever les cascades de charges, des profils freelance à niveau d'expérience, et de compétences équivalents, c'est 10 à 30 moins cher qu'un TJ, d'une structure classique, hein. Donc il y a un espèce de double effet d'économie. Donc ça, déjà, les oreilles se lèvent, dès que, on commence à parler un peu de ça à nos prescripteurs ou acheteurs forcément, publics. ouais, forcément. Mais c'est, enfin, de toute façon, on s'inscrit aussi dans les règles, du jeu de la commande publique, hein. À partir du moment où, le marché est publié, évidemment, on parle plus à personne, et en amont, on je pense qu'on reçoit aussi de l'intérêt de nos interlocuteurs parce que c'est relativement nouveau. Ouais. Non, mais on Dans comprend bien, 5 ans, la ce démarche sera commerciale, l'objectif, bien évidemment, c'est de remporter le futur marché, mais avant tout, c'est d'expliquer pour faire en sorte que le marché soit correctement structuré et qu'il apporte exactement. les meilleurs bénéfices pour tout le monde, quoi. Parce que je dirais presque, enfin, je te rejoins à 100, je dirais presque, un des risques assez forts sur le freelancing, c'est parce qu'il y a encore une maturité qui est relative en fonction des prescripteurs et acheteurs auxquels on parle, c'est de se lancer dans une version et de publier quelque chose qui va être, qui va, ressembler, un peu de loin à ce que devrait ou pourrait être un marché freelance, mais qui au final, dans l'exécution, va être un peu pourri, et donc le prescripteur va se dire: «Mais en fait, c'est nul, ça me sert à rien ce truc-là». C'est Exactement, pas ouais, et puis c'est pas surtout, un ça a des outil, effets de beurre, opérationnels exactement. qui sont, hyper, désagréables. Donc, l'économie de prix, en fait, enfin, tu la repères, en surcoût opérationnel, quoi. Ce qu'on voit globalement, c'est que ça reste quand même des organisations qui sont par nature innovantes, par nature, très demandeuses d'innovation dans la méthode au projet, d'innovation dans les modalités de dans les dispositifs qu'ils vont monter pour réaliser leur projet et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une combinaison d'agents, de contractuels, de freelance qui d'ailleurs ont tellement aimé travailler pour ces structures-là, pour ces organisations-là, qui basculent ensuite, et qui rejoignent, la fonction publique, pleinement et j'allais dire définitivement, ça fait un peu grave Toute la comme, vie. comme phrase, mais, heu, mais en fait, c'est peut-être un message aussi que j'aimerais que les prescripteurs et les acheteurs publics, entendent. Ce sont des freelances. Ce sont des freelances, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que demain,
vous êtes suffisamment séduisant vis-à-vis de cette population-là et vous souhaitez les embaucher, mais libre à vous. Nous, jamais on va empêcher un freelance de rejoindre leurs équipes. Contrairement à une Ouais, ESN ou un cabinet de conseil qui va être vent debout pour dire bah non, mais c'est ma force vitale ce que vous êtes en train de faire. Si vous me les débauchez tous, oui, il y moi aura je des suis dans la clauses de mouise. concurrence ou de non, Exactement. je Nous, suppose. on a un principe fort, c'est qu'on veut évidemment pas on empêche les freelances de décider, parce que ça irait à l'encontre même du freelancing. Et du coup, toi, les centrales d'achat, enfin le recours aux centrales d'achat, donc on l'a vu, hein, là il y a quand même une complexité pour le client public, l'acheteur public qui n'aurait encore jamais mis en place de contrat de freelancing, à le mettre en place, donc déjà premièrement à monter le marché et puis ensuite à l'exécuter correctement. Oui, Euh, L'avantage d'une centrale d'achat, c'est que ça va lui permettre de recourir sans exactement. avoir à lancer son marché à des freelances à travers la centrale d'achat, de se rendre compte des impacts sur son organisation en amont, peut-être Voilà, et puis sur un peut-être à un marché. moment de structurer son propre truc, mais Exactement. Ouais. Toi, c'est exactement. comme ça que tu t'en sers de tes référencements centrales d'achat. Enfin, comment est-ce que c'est le freelance qui par un hasard de la vie, va rencontrer une organisation publique, va avoir envie de bosser avec eux et en fait, on va lui dire mais passe par centrale et donc du coup, il va se retrouver sur Malte. Enfin, tu vois, le Il y a chemin de un peu tout. inverse. Non, non, mais tu cites exactement tous les cas d'usage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des freelances qui interviennent au sein d'un environnement, et puis le contrat ou le vecteur contractuel qu'il utilisait jusqu'à maintenant ne fonctionne plus. Il se retrouve bloqué. Ouais, Donc là, il va un peu renifler, il va poser des questions, les acheteurs vont l'aider, et ils vont tomber sur Malte, et ils vont être bénéficiaires de telle ou telle centrale d'achat sur laquelle nous, on est référencé. Donc ça, c'est le premier cas d'usage, en effet. d'accord. Ouais. Deuxième cas d'usage, c'est notre pitch commercial et le fait d'aller à la rencontre des bénéficiaires des vecteurs contractuels qu'on a auprès des centrales d'achat pour justement dire vous avez accès à ça, sachez que c'est disponible. Si vous avez des besoins, alors déjà, premier cas d'usage, vous pouvez rapatrier, ce qu'on appelle rapatrier tous vos freelances Oui, sur oui. ce contrat-là. Comme ça, vous économisez Monétisation déjà juridique T0. locale, bien sûr, ouais. Donc ça, c'est souvent d'ailleurs des entrées en relation Mmh. assez prégnantes, assez fortes. Et deuxième option, c'est que vous avez des nouveaux besoins, ben, testez de passer par un freelance, regardez ce que vous pouvez trouver comme compétences. D'un point de vue financier, on l'a cité suffisamment, mais ça va forcément présenter de l'intérêt. Donc c'est le deuxième cas d'usage. Mais on peut avoir des prises de contact de l'extérieur, enfin, complètement alignées avec ce que tu cites, hein, c'est ça. Et toi, est-ce que vous avez fait évoluer le produit de Malte pour correspondre aux attentes des acheteurs publics? Est-ce qu'il y a eu besoin de faire cette évolution ou est-ce qu'on avait déjà toutes les fonctionnalités qui allaient bien dès le démarrage? Alors, de toute façon, c'est un produit, cette marketplace, elle évolue Oui, continuellement, hein. Mais en revanche, nos prescripteurs publics ont été à l'origine de pas mal de fonctionnalités. Je pense notamment à une fonctionnalité qui s'appelle inviter un freelance pour que justement ce soit les prescripteurs finaux qui puissent rapatrier eux-mêmes directement sur leur espace les freelances avec lesquels ils travaillent. Ça, d'accord. c'est issu de Betagouv, justement, de notre fonctionnement avec Betagouv. C'est des feedbacks qu'on a eu des prescripteurs qui ont dit ah, ce serait top si vous pouviez faire. Bah, X mois plus tard, c'était en prod et c'était lancé parce qu'on investit massivement sur le produit. Comme je te l'ai dit en début d'échange, on a envie que ce soit le cœur de notre proposition de valeur. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et du coup, pour revenir côté freelance, demain, tu as quelqu'un de ta communauté qui a jamais fait de secteur public, mais qui aimerait bien travailler avec le secteur public. Il peut venir te Ouais. voir et te dire la prochaine fois que tu as une mission ministère ou ce genre de choses, est-ce que tu peux pousser mon... Enfin, tu vois, est-ce que je pourrais être présenté? Est-ce que ou est-ce que l'algorithme en fait prime enfin, tu vois. Alors, tout est techniquement possible, hein. Nous, on organise aussi plein d'événements où on réunit nos freelances, etc. En revanche, ça va pas être le rôle de mon équipe. Moi, mon D'accord. rôle, c'est Ouais. vraiment de parler aux clients pour identifier les opportunités. Après, je travaille main dans la main avec deux équipes, ce qu'on appelle les project partners, c'est nos experts en recrutement. En gros, c'est ceux qui vont trouver, par rapport aux besoins que je vais déceler, les bonnes compétences au sein de la communauté. Ok. Et auprès de la communauté, l'équipe communauté, c'est l'équipe qui s'occupe de la relation justement avec les freelances, d'engager la communauté, de la faire vivre, de l'animer, etc. Donc, moi, ça arrive que des freelances prennent contact avec moi. Malheureusement, je suis pas, c'est pas moi qui suis au cœur de la machine de créer l'opportunité pour eux. Ouais. Ok. Euh, En revanche, s'ils viennent me voir et qu'ils me disent j'ai une mission mais j'ai pas de vecteur contractuel, là, je peux aider. Ouais.
Très bien. Non, mais c'est super clair. On a fait un bon tour d'horizon. Toi, sur ce que tu voulais nous dire, nous expliquer à travers les cas d'usage, à travers euh, le déploiement de ta stratégie, est-ce que tu t'as fait le tour? Est-ce que tu vois des choses à rajouter? Non, je pense qu'on a couvert beaucoup de Oui, hein, sujets tu fais parler, hein. j'espère, non, non, mais j'espère honnêtement et je le dis avec énormément de sincérité que, soit ça éclairera, enfin, nos concurrents, mais parce que c'est aussi, je pense, sain d'avoir, c'est comme ça qu'on progresse, d'avoir un écosystème riche, diversifié, complémentaire sur ce créneau du freelancing. Donc si ça peut aider et éclairer des réflexions de certaines ou certains qui se tâtent à se lancer, bah, c'est gagné. Si ça aussi génère des idées ou des envies de poursuivre des échanges auprès de prescripteurs, moi, mon message à leur destination, ce serait ouvrez ce sujet du freelancing dans votre stratégie d'achat 2026. Ouais, Emparez-vous du sujet. Le sujet existe déjà. Vous avez besoin de le mettre sous contrôle. Ça va vous amener dès le début énormément d'économies parce que vous allez enlever les systèmes d'empilement de markup. Vous allez aller chercher des profils qui sont experts, compétents, moins chers qu'eux. Ce sera complémentaire. Je le répète, mais je ne suis pas en train de dire ne travaillez plus avec les ESN cabinet de conseil. Ce sera complémentaire. Mais emparez-vous de cette stratégie. Ne la subissez pas. De toute façon, là, ce que je suis en train de raconter sur le mouvement du freelancing, il y a autant de freelance en Europe, pas inscrits sur Malte, hein, mais globalement en Europe, qu'il y a de salariés en ESN et cabinet de conseil. C'est deux masses qui sont équivalentes. Donc, si vous voulez avoir accès, chers prescripteurs, chers acheteurs, à la bonne compétence pour mener vos transformations, vous avez besoin de faire appel à cette communauté, à cette population freelance. Sinon, vous passez à côté de la moitié des cerveaux et des experts sur les sujets. Et ça va s'accélérer. L'IA, la data, tous ces sujets-là, ils auront besoin d'avoir les meilleurs experts. Et s'ils font appel à une partie de la compétence externe, ben, ils passent à côté de quelque chose. ok. Donc en gros, notre décideur public, ce qui va l'aider à aller vers ce choix du freelancing, c'est réaliser des économies sans rien changer, en fait, sans rien changer à la qualité. Ça, c'est quand même Voilà, hyper. sur une partie de leur population, c'est juste une bascule administrative. Avoir une solution qui fonctionne en complémentarité avec les ESN, et ça, Thomas, ton consultant, a même modélisé tous les cas de figure dans lesquels on va parler à l'ESN, au cabinet de Oui, conseil, Thibaut, oui, oui, tout à voilà, fait. Thibaut, Oui, voilà, Thibaut, excuse-moi, je t'en prie. ou à la plateforme. Donc en plus, ça, c'est sous contrôle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une aide à la décision qui est faite de votre côté. Le troisième point, c'est avoir accès à des profils extrêmement qualitatifs. Ouais. Et c'est d'autant plus important qu'il y en a de plus en plus qui vont se retrouver dans des situations de freelance parce que c'est l'évolution de la société aujourd'hui. J'ai correctement résumé les... Écoute, ouais, et tout ça dans un ordre qui est pas hiérarchique, hein. Enfin, Ouais, je c'est pense ça. que Ouais. je pense que l'argument principal, c'est ils ont besoin de la compétence. La compétence, elle est aujourd'hui en grande partie dans le freelancing, et donc il faut y accéder. Mais Ok. t'as tout dit, Jessica. Bah écoute, ça veut dire que tu étais très clair, hein, si j'ai Eh ben, compris. j'espère. Donc merci beaucoup Mathieu. Merci à toi, Jessica. C'était un Et, super échange et j'espère vraiment avoir pu en effet répondre aux questions, avoir éclairé aussi un peu sur le moment du freelance. Et tout ça va évoluer encore drastiquement dans les années à venir. Donc, on peut se reparler dans 2 ans, dans 3 ans, refaire la même. Je pense qu'on ne se racontera pas exactement ouais. les mêmes choses. Non, non, mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, hein, c'est vrai, c'est vraiment comment le freelancing qui semblait être en rupture avec la commande publique, tu as réussi à le remettre en regard avec les besoins des acheteurs. Donc, en fait, c'est pas du tout en rupture. Enfin, tu vois, à la Ah suite non? de, là, à la fin de cet échange, ce qu'on comprend, c'est que, un, c'est pas en rupture. Deux, aujourd'hui, il y a des services comme Malte et des modalités contractuelles qui ont été testées par différents acheteurs publics qui permettent de faire les choses d'une manière totalement sécurisée et en règle avec la commande publique. Donc là non plus, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de rupture juridique contractuelle, il n'y a pas de rupture opérationnelle. Et au contraire, on est dans un accompagnement de l'évolution du secteur public et de la société, tout simplement. Donc non, bah Exactement. super. Écoute, je te remercie. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Jessica. Allez, bonne journée. Bonne journée.